Bonjour. Écoutez, si vous voulez, il est 11 heures tout juste, on va commencer. Comme ça, on terminera à midi et tout le monde pourra aller déjeuner tranquillement. Donc, je me présente, donc je m'appelle Charles-Éloi Vial et je suis conservateur à la Bibliothèque nationale de France, archiviste paléographe, docteur en histoire et auteur de plusieurs livres sur Napoléon notamment, et également dernièrement d'une biographie de Marie-Antoinette, dont je vais vous parler aujourd'hui. Il y a beaucoup d'écho dans cette pièce, mais j'espère que vous entendez correctement. Donc je pense qu'ici, parmi vous, vous connaissez tous assez bien les grandes lignes de la vie de Marie-Antoinette. Donc pour cette conférence, j'ai décidé de m'attarder sur les sources, d'évoquer comment on peut raconter la vie d'un personnage aussi célèbre, découvrir de nouveaux détails, nuancer des éléments ou des épisodes que l'on pensait connus. Donc je vais beaucoup parler de sources imprimées, de sources manuscrites, de documents d'archives, dispersés entre différentes institutions, de comment on peut les replacer dans leur contexte, comment on peut les passer également au crible de la critique historique. Certains témoignages sur Marie-Antoinette étant faux, d'autres volontairement altérés de façon plus ou moins grave. Donc une sorte d'enchevêtrement de sources qui doit permettre d'étudier le sujet sous absolument toutes ses facettes. Un objet biographique bien sûr, mais c'est également pour moi, Marie-Antoinette, un sujet d'histoire curiale, un sujet d'histoire politique, un sujet d'histoire diplomatique, un sujet d'histoire littéraire, artistique. Donc cette biographie se veut comme une sorte de synthèse de différents aspects, synthèse de travaux anciens, mais également une avancée en proposant de nouvelles interprétations et en signalant de nouveaux documents. Donc mon idée, c'était de ne pas étudier un individu, donc là, Marie-Antoinette, en restant replié sur mon sujet, mais d'essayer d'inscrire le plus possible Marie-Antoinette dans son contexte, l'aborder sous différents angles à la fois, et reprendre des documents qui sont en lien avec la grande histoire, l'histoire politique, l'histoire diplomatique, mais aussi les traces les plus infimes du quotidien, les comptes, les factures, les inventaires, les lettres de personnages secondaires qui ont pu le croiser. L'idée étant de ne pas, bien sûr, se mettre à la place du personnage, de ne pas interpréter ou inventer ce qu'elle a pu penser ou dire, mais d'essayer d'avoir une écriture en creux, en trouvant ce que les autres ont pu dire d'elle. Et évidemment, ça permet de croiser les regards, d'avoir différentes interprétations, différents témoignages, en étant le plus possible au plus près de l'événement. Alors, pour éclairer ma démarche, je vais commencer par parler des outils de travail qui permettent de localiser les sources sur Marie-Antoinette, dont on ne dit peut-être pas assez à quel point ils ont révolutionné les méthodes des historiens depuis à peu près une quinzaine ou une vingtaine d'années. Une sorte de révolution silencieuse des historiens. Il y a beaucoup de catalogues pour de nombreuses institutions. Je vais citer en priorité celui sur lequel je travaille moi, qui est le catalogue archives et manuscrits mis en ligne par la Bibliothèque nationale de France, qui ressemble les manuscrits et fonds d'archives conservés dans les différents sites de la BNF. Et on y trouve beaucoup de documents sur Marie-Antoinette. Tout aussi important et tout aussi précieux, le catalogue des archives nationales, que je signale également pour les étudiants qui pourraient être présents dans la salle, qui permet de localiser les cartons intéressants pour la Maison du Roi, de se repérer dans le millefeuille administratif qu'est la Maison du Roi à la fin de l'Ancien Régime, mais également d'explorer les archives de différentes grandes familles qui ont pu confier leurs papiers aux archives nationales au fil du temps, les Rohan par exemple, ou d'autres. Donc un outil extrêmement précieux. Pour ce qui est des sources imprimées, puisqu'on a beaucoup parlé de Marie-Antoinette, déjà de son vivant, je me suis beaucoup intéressé aux journaux. Alors les journaux, on les retrouve pour la plupart numérisés sur Gallica, notamment la Gazette de France. On retrouve également les principaux mémoires de contemporains qui ont pour la plupart été publiés au XIXe siècle. J'y reviendrai tout à l'heure, mais les témoignages, par exemple, de la baronne d'Oberkirch, de Madame Campan, qui sont extrêmement célèbres. Donc, on retrouve tous ces documents en ligne sur Gallica et, comme vous le voyez, on peut faire de la recherche plein texte, donc trouver beaucoup plus facilement les occurrences qui évoquent votre personnage. Alors, il faut aussi citer les archives étrangères, en priorité pour Marie-Antoinette, les archives autrichiennes, donc la correspondance de Marie-Antoinette avec sa mère, avec ses frères, a été publiée au XIXe siècle, mais assez mal. On peut retrouver ces documents en version manuscrite aux archives nationales autrichiennes. On peut également en trouver d'autres, notamment les archives nationales autrichiennes ont numérisé, il n'y a pas très longtemps, la correspondance de l'abbé de Vermont, donc le lecteur et confesseur de Marie-Antoinette, qui l'a servi en Autriche puis à Versailles. Donc on retrouve des lettres au sujet de Marie-Antoinette qui avaient été citées mais jamais
jamais vraiment vues, je pense, par les historiens. Alors pour ce qui est des sources imprimées, j'insiste là-dessus, donc il y a les classiques du 19e siècle, notamment les mémoires de Madame Campan, il y a également les mémoires de l'abbé de Véry, du duc de Lauzun, des pages de la cour comme Tilly par exemple, ou Sémalé, pour la période un peu postérieure, les mémoires sur la captivité de la famille royale au temple du Valais-Cléry. Donc on a énormément de témoignages. Le problème, c'est que beaucoup sont des apocryphes, c'est-à-dire qu'ils sont complètement fantaisistes, donc il faut les envisager avec beaucoup de précaution. C'est le cas par exemple des mémoires de Weber, qui est censé être le frère de lait de Marie-Antoinette. Son témoignage est une supercherie littéraire, ça a été déjà étudié notamment dans un article assez récent, mais il suffit de lire quelques pages pour comprendre que son témoignage ne tient absolument pas debout. C'est le cas également du témoignage de Léonard, le coiffeur de la reine. Et là j'ai repris, je fais un petit aparté, mais j'ai repris les méthodes pour critiquer ces types de mémoires et de témoignages, les mêmes méthodes qu'utilisent les historiens de l'Empire depuis longtemps, puisqu'on a aussi beaucoup de témoignages sur Napoléon qui sont complètement fantaisistes, ceux de Constant, par exemple, son valet de chambre, ou de Bourrienne, son ancien secrétaire. Donc, ce sont des ouvrages qui ont tous été publiés dans les années 1820-1830, et ils sont tous très peu fiables, donc il faut les prendre avec beaucoup de précautions. Donc, il y a un corpus de sources imprimées conséquent. Il y a également beaucoup de bibliographies à faire sur un tel sujet, beaucoup de biographies célèbres sur Marie-Antoinette. Et Marie-Antoinette, c'est un peu un exercice, quasiment, je dirais, un exercice de franc-tireur ou de biographe professionnel. Quelqu'un qui a écrit beaucoup de biographies et qui écrit une biographie de Marie-Antoinette. C'est le cas, par exemple, d'André Castelot, ou d'Evelyne Levert, ou de Simone Berthière, qui sont des biographes professionnels qui savent écrire une biographie, qui savent rechercher et mettre en avant certains aspects d'une existence. Donc, ça me paraissait intéressant. On a ce biais, en quelque sorte. Ce sont rarement des historiens vraiment spécialistes de la fin de l'Ancien Régime qui écrivent sur Marie-Antoinette, mais plutôt des spécialistes de la biographie. Alors, donc il y a des biographies très nombreuses. Il y a également des études un peu plus pointues, mais en général, les études sur Marie-Antoinette sont plutôt le fait des historiens de l'art et des conservateurs de musées. Alors, les noms les plus célèbres, c'est bien sûr Pierre de Nolac, le grand conservateur de Versailles au début du XXe siècle. Il y a également Marguerite Jalut, qui a été conservatrice des peintures à Versailles. Donc, ce sont des historiens de l'art. Ils veulent étudier les lieux dont ils ont la charge. Ils ont leur propre approche. Ils s'intéressent aux objets, ils s'intéressent aux sources, mais sur ce que les sources peuvent dire des objets. Donc, pour le biographe, c'est utile, mais parfois, c'est peut-être un peu connexe ou périphérique du cœur de mes préoccupations. Donc, il y a beaucoup de choses, vous le voyez, il y a beaucoup de documents, il y a beaucoup de publications, il y a beaucoup déjà de travaux fondamentaux qui ont été faits notamment par les historiens de l'art. Cela étant dit, ce que je voulais étudier, ce dont je vais essayer de vous parler rapidement, c'est ce que les sources peuvent nous dire, les détails qui n'ont pas été vus, notamment du fait de l'imperfection des catalogues de bibliothèques ou d'archives jusqu'à très récemment, mais de qu'est-ce qu'on peut trouver de neuf, qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant sur Marie-Antoinette. Alors, je vais dérouler le fil de sa vie, donc ce sera quand même très biographique pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien la période. Donc, je vous montre ici par exemple un premier document qui moi m'a intéressé, donc qui est diffusé au moment de la naissance de Marie-Antoinette, donc le 2 novembre 1755. Donc, vous le savez, c'est la fille de l'impératrice Marie-Thérèse et de l'empereur François Ier du Saint-Empire. C'est le 15e enfant du couple, et je vous montre ici un document qui est un imprimé par la Diète de Ratisbonne pour informer les différents États du Saint-Empire de la naissance de cette petite archiduchesse. Donc, ça montre déjà une enfance, une naissance, je ne vais pas dire médiatique, mais qui attise l'intérêt, qui éveille l'intérêt dans tout l'espace germanique. Alors, sur l'éducation, il y a eu beaucoup de travaux récemment sur l'éducation de Marie-Antoinette et de ses frères et sœurs, notamment avec les travaux d'Élisabeth Badinter. Donc, je vous mentionne simplement en passant que c'est une éducation qui est très standardisée, qu'elles jouent beaucoup ensemble, qu'elles lisent les mêmes livres, qu'elles ont une éducation artistique qui est assez importante, notamment, ici vous le voyez, avec des petites scènes que les frères et sœurs vont jouer, un peu de musique, un peu de danse, donc une éducation artistique, une éducation littéraire, mais on n'en sait en réalité pas grand-chose de l'enfance de Marie-Antoinette, puisque les enfants à l'époque, les enfants de l'empereur et de l'impératrice, passent sous le radar des observateurs de la cour. Ils vivent dans leur intérieur, ils ne sont pas souvent évoqués. Alors,
qui sont parfois évoqués malgré tout dans les rapports des ambassadeurs de France à Vienne. Alors là, je m'en suis beaucoup servi, et plutôt que de vous montrer un endroit où on mentionne que Marie-Antoinette, la petite Marie-Antoinette, ou comme on l'appelle Madame 15e, ou Madame 7, pardon, puisque c'était la 7e fille, Madame 7e a toussé ou n'a pas très bien dormi, je vous montre ici un document qui est intéressant, qui permet de comprendre le contexte géopolitique de la naissance de Marie-Antoinette. On est à l'époque du renversement des alliances, donc le moment où, en réponse à un traité d'alliance entre l'Angleterre et la Prusse, Louis XV va s'allier aux Habsbourg d'Autriche. Donc c'est une alliance extrêmement novatrice du point de vue des relations internationales, qui va devoir être confortée au fil du temps par des grands mariages dynastiques. Donc on parle déjà de mariage, alors que Marie-Antoinette est à peine née, elle est toute petite. En réalité, on se rend compte aussi, avec le document que je vous montre ici à l'écran, c'est que cette alliance négociée par Louis XV est en réalité assez habile. C'est ce qu'on pourrait appeler une alliance asymétrique, puisque depuis le XVIe siècle, le but des rois de France est d'affaiblir les Habsbourg, d'affaiblir l'Autriche. Et là, le projet de Louis XV, c'est de les affaiblir, mais en s'alliant à eux, en les entraînant ensuite dans une guerre qui va être forcément très ruineuse, qui sera la guerre de 7 ans, et cela permettra par conséquent d'affaiblir cet ennemi héréditaire qu'est l'Autriche, et également, puisque la guerre se jouera contre la Prusse et que la France donc n'est plus alliée à la Prusse, le fait que la Prusse et l'Autriche s'affrontent avec le soutien de la France, ça permet de neutraliser ces deux grandes puissances qui sont au nord et au sud de l'espace germanique. En réalité, Louis XV perpétue le rôle de la monarchie française qui est garante de l'indépendance des petits États du centre de l'Allemagne, qui est le rôle qu'elle a depuis les traités de Westphalie, mais seulement il le fait en prévoyant cette guerre de 7 ans, qui va être en réalité un échec maritime et militaire pour la France, qui va avoir des conséquences beaucoup plus graves pour Louis XV qu'il aurait pu le penser, mais en tout cas, ce volet diplomatique est réussi, puisque la Prusse et l'Autriche se neutralisent à peu près au moment du traité de Paris de 1763, et en plus, c'est un peu le bonus pour Louis XV, l'Alliance française est devenue indispensable à Marie-Thérèse, qui a besoin d'un allié fort en Europe et qui va devenir petit à petit quasiment obsédée par cette idée de conserver à tout prix l'Alliance française et donc de marier le plus possible de membres de sa famille avec des Bourbons de France, mais également des Bourbons d'Espagne, des Bourbons de Naples, des Bourbons de Parme. Donc, obsession de Marie-Thérèse, pour simplifier, marier sa fille, une de ses filles, avec un prince français, donc avec de préférence l'héritier du trône. Alors, donc on commence à parler de mariage assez tôt, et le retour aux sources est toujours assez salutaire, puisque un des rapports diplomatiques qui est le plus souvent cité par les historiens depuis presque 150 ans, c'est un rapport de 1767 du comte de Durfort, qui est ambassadeur de France à ce moment à Vienne, et qui aurait dit, en parlant de Marie-Antoinette et de la possibilité de marier Marie-Antoinette au dauphin Louis, le morceau est friand. Alors c'est assez violent. On imagine, c'est un Français un peu lubrique qui convoite cette petite archiduchesse toute fraîche. Quand on lit le document du début à la fin, il se met en scène, l'ambassadeur, il explique que l'impératrice est tellement désireuse de marier sa fille, ses ministres également, que le pauvre ambassadeur s'est retrouvé coincé dans un coin d'une pièce au cours d'un bal. Assailli de questions sur cette histoire de mariage, alors qu'il avait pour instruction de ne surtout pas parler de mariage et d'attendre que Marie-Antoinette soit suffisamment âgée pour avoir un enfant. Donc il est trop tôt, on le coince dans un coin d'une pièce et il s'en sort avec cette phrase qui en réalité est maladroite, qui n'est pas une phrase machiste ou avide ou quoi que ce soit, c'est une phrase qui est simplement maladroite parce qu'il est embarrassé et qu'il ne sait pas trop quoi répondre. Alors justement, sur l'organisation du mariage, donc on commence à en parler tout doucement donc vers 1767, mais c'est surtout à partir de 1769 que le mariage s'organise. Donc il y a un très beau dossier tout à fait intéressant avec différents documents, notamment les échanges de lettres entre les souverains. Ici vous avez une lettre de l'impératrice Marie-Thérèse à Louis XV où elle parle de façon un peu voilée de l'immaturité de sa fille. Vous avez également des contes, vous avez des discussions autour du cérémonial. Donc c'est un dossier extrêmement complet.
Donc j'ai pas pu m'attarder beaucoup dans le livre, mais c'est tout à fait passionnant. Et on comprend que le contrat de mariage, c'est véritablement une sorte de traité diplomatique, un nouveau traité d'alliance entre les deux pays. Alors justement, donc Marie-Antoinette se prépare au mariage, elle reçoit une formation accélérée en français, elle apprend un peu la littérature, l'histoire de France, dispensée par l'abbé de Vermont, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été désigné par Choiseul, le ministre des Affaires étrangères de Louis XV, et l'abbé de Vermont se rend compte que l'éducation de Marie-Antoinette a été assez négligée. Ça, c'est une séquence qui est très connue, notamment avec une série de 16 lettres de l'abbé de Vermont à Mercier-Argenteau, l'ambassadeur autrichien à Versailles, où il se plaint de l'immaturité de la dauphine, qui n'a à ce moment que 14 ans. Alors, je vais passer sur les cérémonies du mariage, sur les cadeaux. Alors là, je vous ai mis une photo d'un registre sur les cadeaux qui vont être échangés entre les deux cours, sur le trajet de Marie-Antoinette de Vienne en direction de Versailles. C'est tout à fait passionnant. Les dépenses sont énormes. C'est 9 millions de livres pour les dépenses du mariage, en comptant la construction de l'opéra du château de Versailles. Quand on y pense, la dauphine n'a que 14 ans, le dauphin qu'elle épouse en a 15, ils sont extrêmement jeunes. Alors sur les cérémonies du mariage, le 16 mai 1770, il y a un très beau fonds d'archives à la bibliothèque Mazarine, où on trouve un volume rédigé par Papillon de la Ferté, qui est l'intendant des menus plaisirs du roi. On a tous les détails de l'organisation du mariage et on se rend compte de qu'est-ce que ça devait être, de la pression que Marie-Antoinette pouvait avoir sur ses épaules. Donc on a par exemple les différents billets d'invitation. Vous avez des billets de différentes formes, c'est ce que vous avez à l'écran. Le manuscrit précise qu'il y avait 5000 personnes massées dans les grands appartements du roi pour la voir passer, ce qui est énorme. Et vous avez donc 28 types de billets d'invitation qui permettent d'accéder éventuellement à la dauphine ou d'assister à la cérémonie à différents endroits, à différents horaires. Donc une cérémonie gigantesque, sans doute source d'angoisse pour elle. Et au-delà de ça, les sources sont extrêmement loquaces sur le drame qui a lieu quelques jours plus tard, le 30 mai 1770 à Paris, au cours d'un feu d'artifice donné sur la place Royale à Paris. C'est très connu, un feu d'artifice qui dérape, un décor en carton-pâte qui prend feu, une bousculade des Parisiens qui voulaient voir le feu d'artifice qui commence à vouloir partir parce que tout s'enflamme, et une bousculade avec entre 130 apparemment et 300 morts. Donc une catastrophe. À l'époque, on parle bien sûr d'un mauvais présage. Il y a des témoignages qui en parlent, par exemple celui de Louis-Sébastien Mercier. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est de regarder les dessous de l'affaire, c'est-à-dire de regarder l'enquête qui est menée après, avec les registres du bureau de la ville de Paris qui vont pointer le manque d'organisation au moment de la fête. Et pourquoi un manque d'organisation? Parce qu'il y a différentes entités administratives rivales qui ont voulu se mêler de l'organisation. D'un côté, le prévôt des marchands, le gouverneur de la ville de Paris, le lieutenant général de police, le secrétaire d'État de la Maison du Roi. Ils ont tous voulu se mêler de l'organisation et résultat, c'était extrêmement mal organisé. Les mesures de sécurité n'avaient pas été prises et le scandale éclate, et le scandale révèle en réalité, puisque le Parlement de Paris va diligenter une enquête, le scandale révèle les tensions entre le pouvoir royal d'un côté et le Parlement de Paris de l'autre. Et ça m'a beaucoup plus intéressé que de parler d'un mauvais présage, c'est de voir que, en réalité, ce mariage est une sorte de trêve au moment d'un conflit politique extrêmement important entre le roi et les parlementaires, que c'est une trêve qui va tenir à peine, puisque dès qu'il y a cet événement, le Parlement en profite pour attaquer l'administration royale et mettre indirectement le roi en cause en parlant de mauvaise organisation. Et même on se rend compte en regardant les journaux de l'époque que Louis XV doit tenir un lit de justice à Versailles pour forcer des parlementaires à enregistrer des édits le 27 mai, donc en plein milieu des festivités. Donc une monarchie qui est en crise, qui est en conflit ouvert avec les parlements. Donc c'est intéressant de voir dans quel contexte politique Marie-Antoinette fait ses premiers pas à la cour. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur les premiers mois de Marie-Antoinette. On peut parler de la non-consommation du mariage, puisque elle a 14 ans, le dauphin Louis en a 15, ils sont trop jeunes, on veut qu'ils fassent des enfants tout de suite, c'est peut-être un peu tôt. Ils ne s'entendent pas non plus, ils ne s'entendent pas du tout parce qu'ils ont des caractères très différents. Elle est plutôt frivole, elle est encore très inculte, elle est joyeuse, elle se soucie très peu de l'étiquette. Le dauphin Louis est plutôt timide, c'est un lecteur. C'est déjà un grand chasseur, donc ils ne se ressemblent absolument pas, ils ne s'entendent pas, et le dauphin la délaisse. Et non seulement le dauphin la délaisse, mais Louis XV lui-même est déçu
par Marie-Antoinette, déçue par son côté immature, enfantin. Elle se fait très vite dominer par les filles de Louis XV qui essayent de l'influencer, par différents courtisans comme la comtesse de Noailles qui essayent également de la dominer. Donc le monde de Versailles en réalité est très violent. Elle n'y avait absolument pas été préparée et sa mère avait peut-être pas pu la préparer à cette violence entre les différents clans aristocratique à la cour de Versailles. Et ici, je vous ai mis à l'écran un rapport de l'ambassadeur de Piémont-Sardaigne, donc qui se trouve aux archives de Turin, où l'on voit que, effectivement, elle est considérée comme immature. On lui reproche d'avoir pris en grippe d'emblée la comtesse du Barry, la maîtresse de Louis XV. On déplore sa mésentente avec le dauphin, au point que le roi, Louis XV, songe, malgré son âge, songe peut-être à se remarier parce qu'il n'a pas trop envie que Marie-Antoinette devienne reine de France. Donc on est quand même dans un contexte très particulier dans ces premiers mois. Un contexte particulier aussi pour Marie-Antoinette, puisque à la fin de l'année 1770, Choiseul est chassé du pouvoir, donc c'est l'artisan de son mariage, et donc elle se retrouve politiquement isolée à la cour, puisqu'arrive au pouvoir le duc d'Aiguillon, qui est un proche de Madame du Barry, qui place son entourage également à des postes clés, et Marie-Antoinette, qui s'est déclarée tout de suite comme ennemie de Madame du Barry, elle se retrouve politiquement complètement isolée à la cour. Mais ce qu'on voit là, c'est que pour elle n'aime pas Madame du Barry parce que c'est une ancienne prostituée et qu'elle est une archiduchesse d'Autriche. Elle ne comprend pas qu'il y a des enjeux politiques colossaux derrière. Elle ne comprend pas que son attitude peut remettre en question la bonne entente entre la France et l'Autriche. Pour elle, la politique se limite à ce moment à des questions d'antipathie ou de sympathie personnelle. Donc on voit son caractère assez enfantin. Alors c'est très subjectif de ma part, mais je ne vais pas vous montrer que des documents d'archives. On retrouve peut-être un peu de cette immaturité dans ce portrait qui a été acheté par Versailles tout récemment. On la voit représentée au naturel, avec un très léger strabisme. Donc on a l'impression de quelqu'un qui arrive de Vienne, qui n'a pas encore été transformé par la cour de Versailles, avec une image qui n'est peut-être pas très travaillée. Alors, si on veut suivre Marie-Antoinette au quotidien, dans ses premiers mois ou ses premières années à Versailles, on peut utiliser la presse, où l'on voit que son emploi du temps officiel est assez léger. Alors, elle assiste parfois à des présentations, à des délégations officielles. Parfois, elle reçoit des artistes ou des écrivains qui lui remettent des ouvrages ou qui chantent ses louanges. Elle est présente à certains défilés militaires, à des événements dynastiques comme le mariage du comte de Provence et le mariage du comte d'Artois, ses deux beaux-frères. Elle assiste à toutes les grandes cérémonies religieuses de la cour. Bien sûr, elle a le fameux lever tous les matins en public, mais en réalité, la monarchie ne la mobilise pas trop. Contrairement aux autres membres de la famille royale, on voit ça en consultant les journaux de l'époque. Louis XV a tendance à envoyer ou son petit-fils, ou ses filles, ou ses cousins visiter des institutions, des hôpitaux, des écoles, faire ce travail de représentation qui, pardonnez ce léger anachronisme, qui évoque celui des monarchies contemporaines. Il faut aller faire la fonction, il faut aller incarner, il faut aller à la rencontre des sujets. Là, Marie-Antoinette est considérée vraisemblablement comme trop immature pour le faire. Donc elle apparaît en filigrane dans la presse imprimée, mais on la voit assez peu. Donc si on veut la pister d'un peu plus près, il faut utiliser un autre type de source, c'est ce qu'on appelle les nouvelles à la main. Donc ce sont des gazettes manuscrites qui circulent à l'époque sous le manteau et qui sont extrêmement précieuses pour tout le XVIIIe siècle, puisque ce sont en général des gazettes rédigées par des personnages proches de la cour, proches des bureaux des ministères, très bien informés, qui ensuite envoient leurs gazettes manuscrites à des personnes qui s'abonnent et qui en général habitent en province et qui veulent se tenir au courant de la vie parisienne. Alors, on en trouve toute une collection, notamment à la bibliothèque Mazarine, dont plusieurs qui sont reliés aux armes du duc de Penthièvre, donc là, quand même un cousin du roi, donc qui cherche à se tenir au courant, donc a priori des nouvelles assez intéressantes, assez fiables. Et elle apparaît un peu plus souvent que dans la presse imprimée. Donc dans ces nouvelles à la main, on la retrouve par exemple ici, en janvier 1772, on parle de bals organisés par la dauphine à Versailles. Chaque hiver, et ce sont des bals qui apparemment attirent beaucoup de monde, et donc on comprend l'envers du décor, c'est-à-dire une dauphine très jeune, immature, qui aime s'amuser, qui a besoin de sortir, mais qu'on ne peut pas laisser sortir, donc on préfère lui organiser des bals à Versailles pour qu'elle s'amuse à domicile, en attendant qu'elle soit assez grande pour qu'on la laisse filer au bal à Paris.
Alors voilà donc un type de document intéressant. Autre document intéressant pour suivre son quotidien, donc ce sont les lettres échangées entre l'abbé de Vermont et Mercy Argenteau, qui n'ont jamais été publiées donc, et on y trouve beaucoup de mentions de la froideur entre la dauphine et son mari. On trouve aussi quelques passages qui évoquent les lettres que Marie-Antoinette envoie à sa mère et qu'elle est visiblement très réticente à écrire, ça l'ennuie beaucoup d'écrire. On trouve également des mentions de ses lectures, avec un point intéressant qui est que ces lectures sont de plus en plus sophistiquées. Au début, elle lit des contes, de la littérature, des choses très légères, mais petit à petit, on va lui faire lire de l'histoire, on va lui faire lire de la géographie, des ouvrages parlant de l'histoire diplomatique. Donc, on sent, là, on commence à sentir une certaine maturation de son esprit. On peut retrouver ça dans ces différents catalogues de bibliothèques que la BNF conserve, qui donnent une idée de ses lectures. Donc, c'est bien sûr une bibliothèque idéale pour une princesse idéale. Donc c'est quelque chose un peu abstrait avec beaucoup d'ouvrages de théologie, des choses qu'elle n'a sans doute jamais lues, mais puisqu'on a de la correspondance qui parle de ses lectures, on peut savoir quels sont les livres qu'elle avait envie de lire et qu'elle lisait dans cette bibliothèque. Autre élément tout à fait intéressant, on a toute une correspondance sur l'aménagement de sa bibliothèque, et ça m'a beaucoup plu, puisque d'un côté, on a les lettres de l'architecte Gabriel qui explique que la dauphine est très pressée, qu'elle veut absolument une bibliothèque très vite, donc on a des correspondances là-dessus, et quand la bibliothèque a été restaurée par le château de Versailles l'année dernière, les restaurateurs qui ont démonté les étagères pour la première fois ont pu témoigner du fait qu'elles avaient été montées n'importe comment, à toute vitesse. Donc c'est intéressant de voir ici un témoignage très matériel, des clous plantés dans une cloison pour poser des étagères et un document d'archives. Donc on a ce côté, elle veut une bibliothèque, ce qui est très bien, ça veut dire qu'elle lit davantage, qu'elle veut peut-être se mettre en scène aussi davantage, mais aussi l'idée que c'est une personne extrêmement exigeante, qui veut être servie rapidement, servie bien. Donc on retrouve l'intransigeance de son caractère. Donc différents types de sources, vous voyez, y compris des clous plantés pour faire tenir une étagère, ça peut servir de source dans un travail biographique. Alors donc voilà, je vous montre ici un autre exemple de document que l'on peut trouver sur son quotidien. Ce sont les archives du confesseur de Marie-Antoinette, l'abbé Maudoux, qui sont des archives extrêmement intéressantes. Donc il a un journal intime extrêmement long. Il parle principalement de ses problèmes de digestion. Je crois qu'il y en a 6 volumes, mais quand même, de temps en temps, il y a des notes un peu plus intéressantes. Notamment, il y a des lettres que lui envoie l'abbé de Vermont qui expliquent que quand Marie-Antoinette veut se confesser, l'abbé de Vermont envoie un billet à ce pauvre abbé Maudoux qui habite à Paris, qui a presque 80 ans, qui est presque aveugle, et quand la dauphine veut se confesser, eh bien, il doit tout abandonner, tout affaire cessante et se mettre en route pour Versailles, pour Fontainebleau, pour Compiègne, pour Marly, parce que la dauphine veut se confesser tout de suite. Alors, elle se confesse visiblement pas très souvent. Il ne faut pas l'imaginer confite en dévotion. Elle se confesse visiblement au jour anniversaire de la fête de ses parents. C'est à peu près tout, en tout cas pour l'époque. Donc, l'abbé Maudoux, tient ce journal intime et il raconte un moment que à la mort de Louis XV, il brûle 6 cartons remplis de notes qu'il avait prises sur les péchés du roi et qui partent en fumée. Donc justement, j'en arrive en 1774, donc la mort de Louis XV qui meurt le 10 mai 1774. Après plusieurs jours d'agonie, il a contracté donc la petite vérole, c'est-à-dire la variole. Louis XVI et Marie-Antoinette montent sur le trône à ce moment. Ils doivent se confiner au château de Choisy, donc dans un contexte très particulier, puisque le roi est devenu le roi, mais il est à l'isolement, il ne peut pas directement dialoguer avec ses ministres, donc le nouveau gouvernement met du temps à se mettre en place, et Louis XVI renvoie très rapidement le triumvirat mis en place par Louis XV, avec le duc d'Aiguillon, l'abbé Terray et le chancelier Maupoux. Il appelle à ses côtés Maurepas, qui va être son mentor, qui est un ancien ministre très âgé, très expérimenté, et dans ce contexte, on comprend que Louis XVI, avec un mentor à ses côtés, a du mal à s'affirmer, et dans ce contexte-là, la reine n'a pas un très grand pouvoir politique. En revanche, sa situation, comme reine de France, va changer du tout au tout, et je vous montre ici un document qui, moi, m'a beaucoup intéressé. Ce sont les papiers conservés à la bibliothèque de l'Arsenal, dans les archives du marquis de Pommy.
les papiers sur le fonctionnement de la maison de Marie-Antoinette. Donc le marquis de Pommy est chancelier de la maison de la Reine à partir de mai 1774. Il y a la correspondance sur les nominations faites avec l'accord de Marie-Antoinette, et on voit qu'en devenant reine, Marie-Antoinette essaye de rajeunir son entourage, de se débarrasser de la comtesse de Noailles et de quelques douairières pas très sympathiques héritées du règne de Louis XV. On comprend aussi, en voyant les registres comptables qui sont absolument passionnants, on comprend qu'est-ce que c'est, enfin on voit de façon un peu plus claire la légende sur les dépenses de Marie-Antoinette, une reine dépensière qui jette l'argent par les fenêtres. On voit les dépenses de sa maison. La maison de la Reine, c'est 409 employés en 1774. Ça coûte 2,4 millions de livres par an. Le maximum est atteint en 1782 avec 3,6 millions. Et en réalité, si les dépenses augmentent, c'est à la fois du fait de certaines dépenses exceptionnelles, la remonte des écuries par exemple, l'achat de robes de deuil au moment de la mort de l'impératrice Marie-Thérèse. Donc ça, ce sont des hausses très ponctuelles. Et ce qui provoque en réalité beaucoup la hausse des dépenses de Marie-Antoinette, ce n'est pas le fait qu'elle s'achète des robes à n'en plus finir, c'est surtout l'inflation, puisqu'on est dans une période d'inflation, tout augmente, donc les fournisseurs augmentent leur prix et mécaniquement, les dépenses de la reine augmentent, mais on est vraiment purement dans le contexte. Donc effectivement, il y a une augmentation, elle peut paraître très forte, mais elle est en grande partie due au contexte économique. Donc ça, c'est intéressant, ça permet de remettre en perspective cette légende des dépenses de Marie-Antoinette. Alors je vous montre un autre fonds d'archives qui m'a paru très intéressant en travaillant sur la maison de Marie-Antoinette. Ce sont les archives de Rose Bertin, qui sont conservées à l'Institut national d'histoire de l'art et qui ont été très peu consultées. J'ai trouvé peut-être 1 ou 2 chercheurs qui s'en sont servis au cours du XXe siècle, mais ça complète les archives de la maison du roi. On peut voir les papiers de la garde-robe de la reine d'un côté, les archives de Rose Bertin de l'autre, et cela nous révèle une simplification des formes, c'est-à-dire que cette légende de Marie-Antoinette, reine de la mode, il faut complètement la nuancer. Elle commence à avoir de très belles robes au début, des robes peut-être un peu trop chères, mais cela dure 2-3 ans. De même qu'elle va beaucoup sortir, beaucoup s'amuser, beaucoup aller au bal et à l'opéra 1775, 1776, 1777. Elle va prendre l'habitude de jouer à des jeux d'argent et des sommes assez fortes. Donc elle a une période d'immaturité, de frivolité, d'adolescence, mais qui s'arrête très vite, puisqu'en 1777, son frère, l'empereur Joseph II, vient à Paris et il la sermonne sur ses habitudes de vie et il la pousse à consommer enfin son mariage. Et à partir de 1777, elle se range. Donc il ne faut pas imaginer une reine qui fait la fête et qui passe son temps à manger des macarons jusqu'à la prise de la Bastille. À partir de 1777, elle est beaucoup plus calme, beaucoup plus casanière. Elle a sa première fille Marie-Thérèse qui naît le 19 décembre 1778. Elle va avoir 4 enfants quand même. Elle va faire peut-être sans doute une et peut-être 2 fausses couches. Donc elle est très souvent enceinte. Ça limite considérablement ses déplacements. Elle ne danse plus. À partir de 1782, elle commence à avoir des problèmes de santé, à cause de ses grossesses notamment, et peut-être d'une chute de cheval à la chasse qui l'a fait boiter. Donc elle danse moins, elle porte des vêtements plus amples, car elle a pris des formes après ses grossesses successives. Elle porte peu de bijoux, elle porte peu de maquillage. Donc une reine très différente de ce qu'on imagine en regardant le cinéma ou la bande dessinée ou les mangas. Donc quelqu'un qui vraiment une simplicité des formes. Mais il est trop tard parce que l'opinion publique la considère déjà comme une reine complètement frivole et l'opinion ne va pas changer d'avis là-dessus. Alors je vous montre ici un document là aussi intéressant sur l'immoralité de Marie-Antoinette, un document qui se trouve dans les papiers de Beaumarchais qui sont entrés il y a un peu plus d'1 an à la BNF. Donc on voit que quelques semaines après la mort de Louis XV, Louis XVI a dû envoyer Beaumarchais à Londres pour qu'il fasse saisir et détruire un premier pamphlet contre Marie-Antoinette qui s'appelait « Avis à la branche espagnole sur les droits à la couronne de France à défaut d'héritier, qui accuse Louis XVI d'être stérile et donc si un enfant naît de Marie-Antoinette, il ne sera pas légitime. Donc un premier pamphlet que Louis XVI fait détruire, un autre pamphlet dont il n'existe plus d'exemplaires mais dont on connaît le titre, c'est le fameux Lever de l'aurore qui raconte que Marie-Antoinette aime bien se promener toute nue pour regarder le soleil se lever sur le parc de Versailles. Donc la réputation de reine débauchée se propage. Elle se propage alors que paradoxalement le personnage se range, elle s'occupe de ses enfants.
On a des témoignages intéressants dans les archives de la gouvernante des enfants de France, la princesse de Guéméné, des documents comptables, des lettres échangées avec Marie-Antoinette au sujet de l'éducation, des soins apportés aux enfants. Ici, je vous ai mis une lettre qui est sympathique, qui est une lettre donc manuscrite de Marie-Antoinette, où elle parle de la prise de possession de l'appartement du rez-de-chaussée du château de Versailles. Vous voyez, à 9h du matin, il en a fait décamper mes tantes qui y étaient établies. C'est-à-dire qu'elle a fait mettre dehors les filles de Louis XV pour s'installer au rez-de-chaussée parce qu'elle veut y mettre ses enfants pour qu'ils soient plus proches d'elle. Donc on a comme ça des éléments du quotidien. Et donc là, vous avez, je vous ai mis une photo de ces appartements qui ont là aussi été restaurés très récemment. Donc on a des éléments sur une Marie-Antoinette plus casanière qui s'occupe beaucoup de ses enfants, qui s'intéresse beaucoup à sa progéniture, et parfois on a des petits flashs de son quotidien. Alors là, je vous montre deux détails dans un registre des dépenses de la bouche de Marie-Antoinette. Vous voyez, fourniture de café, thé, chocolat, bavaroise, limonade, glace de toutes sortes. Donc on sait ce qu'elle mangeait lors de ses collations, c'est-à-dire en réalité lorsqu'elle était dans sa baignoire le matin et qu'elle prenait son petit déjeuner. Et une autre mention que j'ai trouvée touchante, pour l'hypocras de la reine et celui distribué à ses officiers à la veille de Noël. Donc l'hypocras, c'est un vin parfumé aux herbes, et on voit qu'on distribue une sorte de vin chaud en fait, qu'on distribue de l'hypocras aux employés de sa maison à la veille de Noël. Ça m'avait fait penser à Downton Abbey quand ils invitent les domestiques à Noël à trinquer près du sapin avec la comtesse de Grantham. Donc des petits moments touchants, des tranches de vie, on peut dire. On a également des documents sur elle, plutôt du point de vue de la grande politique. Alors, les grands enjeux, on peut les retrouver notamment dans une source dont je me suis beaucoup servi, qui est le journal du maréchal de Castres, qui est ministre de la Marine de 1780 à 1787. C'est un document qui est inédit, qui n'a pas été publié, et le maréchal de Castres, tout à fait intéressant, c'est entretenu toutes les semaines avec la reine, et il a noté ses conversations avec elle ensuite au fil de l'eau, et c'est tout à fait passionnant. On y découvre l'intérêt de Marie-Antoinette pour la politique, qui apparaît dès le début des années 1780. Elle tente à ce moment d'influencer son mari, Louis XVI, parce que Joseph II a des projets de réorganisation territoriale des possessions des Habsbourg, pour faire très simple, hein, il voudrait le soutien diplomatique de la France. Et Louis XVI, en général, refuse, mais Marie-Antoinette essaye d'intercéder en faveur de son frère. On voit qu'elle essaye aussi de se mêler des discussions au moment de la négociation du traité de paix, de la fin de la guerre d'indépendance américaine. Elle se renseigne sur les discussions avec les envoyés anglais, elle essaie de donner son avis sur certaines clauses, donc elle essaie de se mêler des grandes affaires politiques. Surtout, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que le journal du maréchal de Castres révèle que les ministres, sous Louis XVI, ont pris l'habitude de présenter leur démission non pas au roi, qui est indécis, mais à la reine, car elle joue un rôle important dans les attributions d'office, de pension, qu'il est plus facile de négocier son départ du coup avec elle, et donc typiquement, un ministre qui démissionne, il y en a beaucoup sous Louis XVI, vont aller voir la reine et discuter avec elle, et la reine ensuite transmet la démission au roi. C'est le cas de Necker, après son premier passage au contrôle général des finances. Elle va également jouer, on le constate grâce au journal du maréchal de Castres, elle va jouer un rôle dans la chute de certains ministres, notamment le prince de Montbarret, qui à un moment est ministre de la guerre, puis qui est chassé du pouvoir fin 1780, parce qu'il perd le soutien de Marie-Antoinette, et notamment aussi le soutien du clan Polignac. Alors sur la question du clan Polignac, donc de l'entourage de Marie-Antoinette, ça a fait couler des torrents d'encre, donc je vais passer un peu rapidement. On peut nuancer les choses, notamment grâce au journal du maréchal de Castres, qui montre que la reine essaye pendant très longtemps de placer des proches à elle, des proches des Polignac à des postes clés, mais qu'elle n'obtient jamais, ou presque jamais, gain de cause. Elle essaye notamment de faire nommer certains proches à des postes d'ambassadeurs, et Louis XVI et Vergennes, le ministre, refusent presque systématiquement. On voit aussi que les relations entre les Polignac et Marie-Antoinette vont se refroidir progressivement, parce que la duchesse de Polignac, qui à un moment devient gouvernante des enfants de France, et pas très assidue dans son rôle de gouvernante des enfants de France. Il y a la fameuse affaire du bout de verre dans la bouillie du dauphin qui indigne Marie-Antoinette. Mais surtout, de manière plus politique, les Polignac soutiennent Calonne, qui est nommé contrôleur général des finances fin 1783,
qui poursuit une politique d'expédient qui convient à la cour, mais Marie-Antoinette déteste Calonne parce que Calonne avait été un proche du duc d'Aiguillon et donc un ennemi de Choiseul. Donc politiquement, à partir de 1783, elle se retrouve isolée d'une partie de son entourage, ce qui explique qu'elle se rapproche ensuite de la princesse de Lamballe, qui est une de ses cousines, qu'elle trouve un peu ennuyeuse sans doute, mais qui est plus neutre politiquement. Donc elle continue à fréquenter les Polignac, mais sans doute davantage par habitude ou parce qu'ils sont à la cour et qu'elle a peur d'être seule, mais on comprend du point de vue humain que c'est sans doute quelqu'un qui est assez isolée à ce moment-là à la cour. Alors justement, puisqu'elle est toute seule et que c'est très triste, je vais aussi vous dire un petit mot de Fersen. Je passe très rapidement sur leur rencontre, donc lors d'un bal en janvier 1774 à l'Opéra de Paris, leurs liens qui vont se développer quand il revient en France, puisque donc il est suédois, vous le savez, donc il revient en France en voyage en 1778. Il se plaît tellement à Versailles qu'il y reste jusqu'en 1780. Comme l'ambassadeur de Suède en France trouve qu'il est quand même un peu trop proche, un peu trop apprécié de la reine et que ça fait des jaloux et que ça fait jaser, on lui suggère d'aller se battre en Amérique. Il part en 1780, il revient en 1783. Et là, ce sont des documents là qui sont très connus, mais je mentionne quand même pour le contexte. En 1783, son retour à Versailles au mois de juin, il y a quelque chose qui se passe. On ne sait pas quoi. D'ailleurs, on ne saura jamais quoi sans doute, mais il y a une scène qui le marque à tout jamais. C'est peut-être une déclaration, c'est peut-être une scène d'amour, on ne sait pas. Mais le lendemain de cette scène, il va écrire à sa famille, il va écrire à sa sœur, il va écrire à son père expliquant qu'il veut s'installer en France, qu'il a décidé de jamais se marier. Donc visiblement, il s'est passé quelque chose. On ne sait pas quoi. Ses papiers ont été en grande partie détruits. Son journal intime a été brûlé. On a les traces des lettres qu'il envoyait à Marie-Antoinette sous un faux nom. Mais en réalité, on a beaucoup d'incertitudes. On ne sait quasiment rien. Et souvent, les mythes historiques se bâtissent sur du vide. Et je pense, puisque je ne veux pas aller plus loin, pour moi, le rôle le plus important de Fersen auprès de Marie-Antoinette, c'est de l'aider à prendre un peu de recul, d'envisager différemment son entourage, de comprendre que souvent les courtisans, et notamment les Polignac, essayent de profiter d'elle, de profiter de ses largesses et de ses faveurs, ce qui explique aussi qu'elle les fréquente, mais d'un peu plus loin, et qu'elle cherche de plus en plus l'intimité, la solitude, qu'elle se retire dans ses petits appartements à Versailles et dans son domaine de Trianon. Pour résumer, elle veut avoir la paix. Alors, justement, je passe très rapidement le petit Trianon, je vous montre juste une image, juste pour vous rappeler qu'on a la chance d'aller visiter un domaine qui est achevé, qui est fini. Ça n'est pas le cas. Ça n'était pas le cas à l'époque. Donc le domaine de Trianon, Louis XVI le lui offre en juin 1774. Elle fait aménager un très beau jardin anglais avec une rivière artificielle, un temple, mais l'aménagement prend du temps. C'est-à-dire que le chantier n'est fini qu'en 1782. Donc pendant très longtemps, elle ne peut pas profiter de Trianon ou seulement par morceaux. De même pour le hameau de la Reine, il n'est vraiment complètement fini qu'en juin 1789. Donc en réalité, elle en profite assez peu. Donc il faut là aussi arrêter de s'imaginer Marie-Antoinette dans des décors que l'on peut visiter. Elle vit la plupart du temps dans un chantier. Et donc elle profite beaucoup moins de ces aménagements qu'on pourrait l'imaginer. Alors justement, il y a des documents comptables qui sont intéressants parce qu'on peut regarder des tableaux qui sont très beaux, mais il y a des documents comptables qui donnent des détails pour le biographe. Par exemple, ici, vous avez une facture, donc c'est une facture de terrassement au moment de l'aménagement de la rivière artificielle du domaine de Trianon, et vous voyez une mention, la reine désirant de l'eau la plus limpide possible dans son jardin. Donc ça me paraît intéressant. Elle ne veut pas de l'eau boueuse. Il y a cette idée de pureté qu'on retrouve au XVIIIe siècle. Elle veut de l'eau claire. Elle veut de jolis reflets sur l'eau. Donc on voit aussi ce côté très méticuleux dans l'aménagement de ses résidences, très soucieux des détails, cette recherche de la beauté, de la perfection. On le sait sur Marie-Antoinette, on le sait en regardant les commandes des meubles qui ont pu être livrés pour elle, mais c'est intéressant de le retrouver dans les documents et de voir ce souci du détail. Et ça m'intéresse beaucoup d'utiliser ce type de papier comptable parce qu'on a souvent des expressions de la volonté royale dans des documents d'archives qui pourraient nous paraître assez secs. En général, ce sont des mentions de dépenses, mais parfois on justifie ces dépenses, et donc là, une dépense pour creuser la rivière avec plus d'eau, quelque chose de plus compliqué à mettre en œuvre parce que la reine veut de l'eau très claire. Donc ça, je trouve ça tout à fait fascinant. On trouve aussi
Des exemples comme ici, donc là c'est une facture pour le théâtre du Petit Trianon. Vous avez donc de très beaux décors pour les différentes pièces qui vont être interprétées pour la reine ou dans lesquelles Marie-Antoinette va jouer elle-même. Et vous avez une mention ici d'un décor, je ne sais pas si vous arrivez à lire, un décor qui est censé être en diamant. Et ça c'est là aussi intéressant. Ça n'est pas du diamant, c'est du fer blanc poli, mais l'idée se répand dans l'opinion publique à l'époque que la reine a des murs tapissés de diamants chez elle, et cela contribue à miner sa réputation. Donc vous voyez comment parfois une simple mention dans une facture peut faire un effet boule de neige, circuler dans l'opinion publique, et cette idée de murs tapissés de diamants, on la retrouve ensuite jusqu'en 1789, avec des députés des États généraux qui viennent visiter Trianon et qui demandent à voir la fameuse pièce tapissée de diamants. Donc on comprend que la réputation de la reine se dégrade. Il y a des rumeurs qui circulent sur son compte. Le contexte des années 1780, c'est celui de l'éveil de l'opinion publique, des tensions sociales entre les trois ordres, une crise économique et budgétaire très grave, la perte de la sacralité royale, et Marie-Antoinette joue un rôle de fusible. Il n'y a plus de favorite royale qui peut servir de bouc émissaire au mécontentement des Français, comme cela avait été le cas sous Louis XV avec Madame du Barry. Donc elle se retrouve en première ligne avec, par exemple, ici une caricature. La première, semble-t-il, qu'il a dépeint sous les traits d'une harpie. Donc, déjà des caricatures et des textes qui circulent. Là, on est en 1784, et ensuite 1785, on en a parlé hier pour ceux qui s'en souviennent. En 1785 éclate l'affaire du collier. Donc l'affaire du collier qui va être un scandale terrible. Donc déjà, des libelles critiquent son ingérence politique, des caricaturistes la prennent pour cible, on déplore le fait qu'elle soit débauchée, qu'elle aime faire la fête, et ensuite on s'intéresse à sa passion supposée pour les tenues luxueuses et pour les bijoux. Donc l'affaire du collier, je ne reviens pas sur cette escroquerie colossale du règne de Louis XVI. Il y a beaucoup de pièces qui existent sur le procès, sur les interrogatoires des différentes personnes mis en cause. Donc vous savez que le cardinal de Rohan est le dindon de la farce de cette escroquerie montée par la fameuse comtesse de Lamotte, qui convainc le cardinal de Rohan de jouer les intermédiaires, d'acheter le collier, pense-t-il pour la reine, mais en réalité pour que la comtesse de Lamotte puisse vendre les diamants. Et quand le joaillier se plaint de n'avoir jamais été payé, l'affaire éclate, c'est un scandale énorme. Le cardinal est arrêté le 15 août en pleine galerie des Glaces. Ce qui m'intéressait comme historien, c'est pas tant l'événement qui n'est qu'un tout petit passage de mon livre, c'est la façon dont il a été raconté. Puisque, par exemple, vous avez les mémoires de Madame Campan. Madame Campan laisse un témoignage sur la scène où le cardinal de Rohan est confronté à Louis XVI et Marie-Antoinette juste avant d'être arrêté, et elle le raconte comme si elle était présente. Elle le raconte comme si elle était présente alors qu'elle n'y était pas. Elle n'avait aucune raison d'être là, et fascinant de voir que le récit de l'arrestation du cardinal de Rohan, quand on le cherche sur Internet, on prend les quelques citations des mémoires de Madame Campan, sur Google Books par exemple, ou sur Gallica, ça marche très bien. On retrouve des occurrences de certaines phrases qui sont antérieures, et notamment repris dans une vie de Marie-Antoinette, publiée en 1802 par un publiciste royaliste qui s'appelle François Babier de Bercenay, qui travaillait à Hambourg, puis qui est revenu ensuite en France sous la Restauration, et dont la spécialité était de produire des brochures de correspondance apocryphe de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Donc on a un faussaire qui est bien identifié comme un faussaire depuis très longtemps, et apparemment, pourquoi? Peut-être parce qu'elle commençait à perdre la mémoire, Madame Campan, quand elle écrit ses mémoires, ou peut-être qu'elle manquait d'inspiration, je ne sais pas, mais en tout cas, ce passage-là de ses mémoires est plagié d'un bouquin qui n'a absolument rien à voir. Donc, d'où l'idée de rechercher les témoignages les plus proches possibles de l'événement, et notamment, je me suis plutôt servi pour mon livre du témoignage du maréchal de Castres, qui est beaucoup plus proche de l'événement comme ministre, et qui a entendu ça de la bouche de Marie-Antoinette, de la bouche du roi. Donc un exemple intéressant. Alors sur ce scandale de l'affaire du collier, l'opinion est d'abord complètement incrédule, ne comprend pas pourquoi un prince de l'Église se fait ainsi arnaquer par une aventurière, pourquoi il se fait arrêter en pleine galerie des Glaces. On se moque un peu de lui, mais très vite l'opinion se retourne et prend parti contre la reine. C'est ce que montre un passage tout à fait intéressant dans le journal du libraire Hardy, qui est une source manuscrite tout à fait passionnante pour l'opinion publique à la fin du XVIIIe siècle. Donc on a de longues mentions sur l'affaire du collier, et on voit l'opinion qui prend progressivement fait et cause pour le cardinal. Durant le procès, les accusés vont affirmer
de manière un peu floue, un peu masquée, mais ils vont affirmer que Marie-Antoinette convoitait bien le collier, qu'elle est bien à l'origine de l'affaire. Donc c'est une affaire qui fait beaucoup de mal à sa réputation, à son image, à l'image également de Louis XVI, qui est présenté comme un mari incapable de se faire obéir de son épouse. Et les tentatives de Marie-Antoinette pour redorer son blason, c'est par exemple quelque chose de très classique, la commande d'un grand portrait d'apparat où elle est représentée avec ses enfants. Donc Marie-Thérèse, je rappelle, née en 1778. Le premier dauphin, Louis-Joseph, né en 1781, Louis-Charles, né en 1785, la petite Sophie, née en 1786 et morte l'année suivante, qui est figurée par le berceau vide. Donc une image de la maternité, une souveraineté rassurante, mais quelque chose qui tombe complètement à plat parce que son image est beaucoup trop dégradée. Donc Marie-Antoinette passe les dernières années de l'Ancien Régime dans son hameau, des années peut-être plus mélancoliques. Elle se fait construire donc ces fameuses fausses fermes de style un peu normand. On voit dans les archives, donc ça c'est une photographie d'un microfilm, pas d'un document original, je m'excuse, mais j'ai pas eu accès aux originaux qui sont en mauvais état, mais on voit dans les archives de fonctionnement du domaine qu'elle ne joue pas à la fermière, contrairement à ce qu'on imagine. Elle regarde de loin des animaux, elle regarde de loin des paysans qui travaillent. C'est vu plutôt comme quelque chose de pédagogique pour ses enfants. Donc on a toutes les factures pour des achats de poules, de canards, de poulets, de moutons sur le fonctionnement de la laiterie. Et on comprend que c'est davantage un décor, qu'elle ne participe pas, qu'elle ne joue pas à la fermière. Et d'ailleurs, le hameau, lui aussi, n'est qu'un décor, puisque les intérieurs sont extrêmement luxueux. Et de même, d'ailleurs, on en est, puisque je l'évoque, les fameuses robes que Marie-Antoinette porte à l'époque, notamment cette fameuse robe en linon très légère, ces fameuses robes à la Gaule, qui sont censées, les robes de Gaulle, pardon, qui sont censées être des robes très simples, sont des robes qui coûtent très cher. Donc il y a un idéal de simplicité, une recherche de la simplicité, de la rusticité, mais c'est une simplicité luxueuse, une simplicité qui coûte cher, et là aussi je pense que c'est un luxe qui à l'époque dérange, parce que c'est un luxe qui n'est plus inaccessible. Ça n'est plus une sorte de rêve de consécration sociale que d'imiter les tenues des souverains. Tout le monde peut s'acheter une espèce de chemise de nuit et ressembler à Marie-Antoinette, donc il n'y a plus les souverains ne sont plus un modèle, et la cour perd aussi de son intérêt, de son aura à cette époque. Donc la réclusion, pour résumer, la réclusion a un coût, d'ailleurs un coût pour le prestige, mais également un coût financier, puisque Marie-Antoinette et Louis XVI cherchent à se cacher, à se soustraire au regard du public. Le roi achète le domaine de Rambouillet, Marie-Antoinette achète le domaine de Saint-Cloud. Ce sont des achats qui coûtent à chaque fois des millions et des millions de livres, et cela relativise aussi la volonté d'économie de Louis XVI. Pour contenter l'opinion, la dette, il le sait, la dette dépasse 4 milliards de livres. On est à peine à plus de 300 millions de recettes annuelles, donc on proclame la volonté de faire des économies, mais dans le même temps, c'est une volonté très relative, puisqu'on achète un château pour le roi, un château pour la reine. Donc on est dans un contexte tendu, à la fois avec un mécontentement croissant de l'opinion, une crise budgétaire, une crise économique, et un roi qui petit à petit est dépassé par les événements. Donc vous les connaissez, l'enchaînement des événements, la convocation de l'Assemblée des notables en 1787, la chute de Calonne, l'éphémère passage au pouvoir de l'homénide Brienne, le retour de Necker, donc une sorte de valse des ministres qui ne rétablit pas la confiance, et selon beaucoup de témoignages du maréchal de Castres ou d'autres, Louis XVI est dépassé, il a souvent des crises de larmes en plein conseil des ministres, ou alors il fait semblant de dormir pour ne pas avoir à répondre à certaines questions. Donc une sorte de crise morale, et Marie-Antoinette prend le relais à un moment avec cette phrase très célèbre au moment du rappel de Necker au ministère: le personnage au-dessus de moi n'est pas en état. Donc c'est une phrase tout à fait fascinante. Alors après, l'enchaînement là aussi est très connu, la convocation des États généraux, le serment du jeu de paume, la prise de la Bastille, la nuit du 4 août, les journées d'octobre, le retour de la famille royale à Paris. Donc c'est une période très riche. Je vais passer un peu plus rapidement parce que mine de rien le temps passe. Il y a un document qui m'a semblé extrêmement intéressant à étudier pour cette période 1789-1792 où le roi et la reine résident aux Tuileries. C'est l'inventaire du mobilier du château des Tuileries, puisque on comprend en le lisant que la reine n'a pas de chambre attitrée. Elle a été tellement marquée sans doute par l'invasion du château de Versailles lors des journées d'octobre 1789, où elle a été physiquement menacée,
qu'elle n'a pas de chambre. On ne sait pas où elle dort. Il y a plusieurs pièces où il y a des lits dans son appartement, au rez-de-chaussée, à l'entresol, au premier étage, et peut-être qu'elle ne veut pas d'ailleurs non plus que l'on sache dans quelle pièce elle se repose exactement. Donc ça, c'est, vous voyez, un inventaire, un simple inventaire de meubles peut parfois suggérer beaucoup de choses. Alors, pour le reste, son image continue à se dégrader, avec environ 150 textes qui sont publiés contre elle entre 1789 et 1794. Donc on la dépeint en reine libertine, avide de sang, avide d'argent. Ce sont des thèmes qui construisent cette image de reine débauchée, lubrique. Je vous cite les deux gravures qui sont très différentes. D'un côté, une allégorie, un peuple est sans honneur quand il baisse le front sous le sceptre des reines, donc quelque chose d'assez classique. Et de l'autre côté, c'est plus percutant, la poule d'autruche. Et qui dit « Je digère les diamants très facilement, mais la constitution, je ne puis point l'avaler ». Donc deux types de satires, des satires très différentes, mais une satire malgré tout qui enfle, et une image qui continue à se dégrader. Alors sur cette période, il faut dire aussi un mot des lettres de Marie-Antoinette à Fersen. Alors ce sont des lettres qui sont remplies d'expressions amoureuses. Mes collègues des Archives nationales ont fait un gros travail de déchiffrement et de publication de ces lettres. Mais ce qui est plus intéressant que les expressions amoureuses, puisqu'on ne sait pas ce qui se rattache derrière, c'est plutôt le contexte politique, puisqu'à partir de 1789, Marie-Antoinette donc est isolée aux Tuileries. Elle prend l'ascendant politique, je pense, sur son mari. Elle se met à envoyer des agents à l'étranger. Elle correspond avec différents souverains européens et son idée de départ est de demander à ces souverains de faire pression sur l'Assemblée nationale pour que les députés acceptent de rendre ses pouvoirs au roi qui pourrait rétablir l'ancien régime ou en tout cas reprendre, lui, le contrôle de la Révolution. Donc Fersen va notamment lui servir d'agent, il va beaucoup voyager pour son compte et ses lettres sont caviardées, donc effectivement parce qu'elles s'achèvent par des déclarations qui montrent la réalité de leurs sentiments, mais on n'en sait pas plus. C'est plus intéressant pour moi de voir que Fersen se dévoue, on dit le chevalier servant de la reine, là c'est vraiment le cas, il parcourt l'Europe pour porter des messages de la reine aux quatre coins, à différents souverains dans les cours étrangères. Alors Fersen est aussi à la manœuvre pour l'organisation de la fuite de la famille royale qui va échouer lorsqu'ils sont rattrapés à Varennes le 21 juin 1791. C'est un événement qui va rompre la confiance entre la Révolution et la monarchie. Ça montre aussi de l'étranger que la France est en train de sombrer dans l'anarchie et ça explique la formation de la coalition contre la France quelques mois plus tard, le début de la guerre que Louis XVI accepte de déclarer en espérant qu'elle lui permettra de reprendre le contrôle de la Révolution, mais ça provoque la chute de la monarchie le 10 août 1792. Et là, vous le savez, après... Marie-Antoinette est enfermée avec Louis XVI au Temple, avec leurs enfants, avec Madame Élisabeth, la sœur de Louis XVI, et la reine est accusée d'avoir pris part à ce fameux comité autrichien qui communique les plans de campagne français à l'Autriche. Alors, la famille royale donc est enfermée au Temple. Je passe sur les différents épisodes de leur captivité, les massacres de septembre, la mort de la princesse de Lamballe qui est affreusement assassinée, l'exécution de Louis XVI le 21 janvier 1793. On voit dans ce tableau, je passe rapidement là-dessus quand même, on voit dans ce dessin qu'ils avaient fini sans doute par se rapprocher, sans doute avec l'idée de protéger leurs enfants, qui les a permis de former un véritable couple, mais plutôt à la fin de leur vie, au moment de la captivité. Alors, les conditions de détention au Temple se dégradent, parce qu'il fait froid, c'est humide. Le petit Louis XVII commence à avoir des problèmes de santé. Il est séparé de sa mère le 3 juillet 1793 et Marie-Antoinette elle-même est envoyée à la conciergerie le 1er août. Elle est incarcérée ensuite pendant 76 jours dans des conditions atroces et elle est sans doute, d'après différents travaux, elle est sans doute à ce moment malade et elle est peut-être même mourante. Soit elle souffre d'un fibrome, soit d'un cancer de l'utérus, mais en tout cas, elle n'a peut-être plus que pour quelques semaines à vivre et ceux qui la voient se rendent compte qu'elle est extrêmement souffrante. Alors, on a un témoignage intéressant, c'est le journal intime de Fersen, qui subsiste pour cette période, et Fersen interroge des voyageurs, il est à Bruxelles à ce moment, des voyageurs ou des prisonniers qui arrivent de Paris, et
Certains lui expliquent que le concierge de la conciergerie fait payer la visite de la prison et qu'on peut contempler Marie-Antoinette un peu comme un animal dans un zoo. Donc c'est là aussi quelque chose d'assez violent. Donc le procès de Marie-Antoinette s'ouvre le 14 octobre. On presse un peu les choses parce qu'on sent qu'elle n'a plus très longtemps à vivre. Le procès dure 2 jours et 2 nuits. Elle va répondre aux différentes questions de ses juges. Elle va être confrontée à d'anciens domestiques un peu rancuniers, à des sans-culottes qui l'ont servi au temple. Et surtout, Fouquier-Tinville va l'accuser dans son réquisitoire d'avoir abusé de son propre fils. Donc c'est un moyen de la placer en quelque sorte en dehors complètement de l'humanité. Alors, elle est exécutée le 16 octobre 1793 à 12h15 du matin. Elle a eu le temps de rédiger son fameux testament de retour dans sa cellule après son jugement. Elle a eu quelques heures de répit. On sait qu'elle arrive à l'échafaud et elle monte les marches sans hésiter. Et vous connaissez l'anecdote selon laquelle elle aurait marché sur le pied de son bourreau, qu'elle se serait excusée. On ne sait pas si c'est vrai. En tout cas, apparemment, selon différents documents, on peut comprendre ces différentes interprétations, mais la facture de son inhumation suggère qu'on l'a décapitée, on l'a transportée au cimetière de la Madeleine, mais qu'on l'a simplement jetée dans un coin sur un tas d'ordures et qu'on a attendu au moins 2 semaines avant de l'enterrer. Donc là aussi, une violence, y compris post-mortem. Alors pour terminer très rapidement, parce que j'ai déjà été trop long, quelques remarques générales. Déjà rappeler que les sources nous montrent que l'emprisonnement, le procès, l'exécution de Marie-Antoinette sont le fruit d'un processus de temps très long. C'est dans un contexte de dégradation du prestige royal à la fin du XVIIIe siècle, et Napoléon, à Sainte-Hélène, parle de l'affaire du collier un moment et explique que le procès de la reine, à son avis, a commencé en réalité au moment de l'affaire du collier. Ça n'est pas tout à fait faux. On peut même dire que le passage du roi et de la reine devant leur juge montre ce qu'ils avaient fini par incarner aux yeux de l'opinion. Le roi passe pour faible depuis toujours. La crise de la fin de l'Ancien Régime le fait passer pour un ivrogne, pour un idiot, pour un incompétent. Marie-Antoinette, de son côté, a une sorte de personnage qui se crée. Elle est d'abord frivole, dépensière, nymphomane, et de l'autre côté, après 1789, elle est présentée comme conspiratrice, machiavélique, complotant contre la France et contre la Révolution. Donc il y a eu un travail de réhabilitation très long, avec plusieurs couches. D'abord la propagande royaliste, qui en fait une martyre, une dévote, les historiens romantiques qui insistent sur la douceur de vivre de la cour de Versailles, et enfin, à partir du XXe siècle, avec Stefan Zweig, on présente Marie-Antoinette comme une femme ordinaire en quête du bonheur individuel, donc quelque chose de moderne auquel tout le monde peut s'identifier. Donc c'est une opération de réhabilitation qui a pris du temps, mais qui a bien réussi, puisque dans nos imaginaires, Marie-Antoinette est davantage la femme heureuse de Trianon que la martyre de la conciergerie, donc c'est peut-être une forme de victoire posthume pour elle. C'est aussi une matière à réflexion pour les historiens qui étudient les imaginaires, et c'est aussi un surcroît de travail pour les chercheurs qui essaient de déconstruire les mythes à l'aide des archives et qui se retrouvent confrontés à la puissance d'évocation du cinéma, de la bande dessinée, de la peinture. On a une toute autre image dans les archives que ce que l'on peut avoir dans la culture populaire. On voit une femme qui est moins fragile qu'on pourrait le penser, qui est sans doute moins heureuse qu'on pourrait le penser, qui est assez courageuse, qui est dotée d'un fort caractère, d'idées fermement arrêtées. En tout cas, c'est le reflet qu'elle renvoie au miroir des sources. Et donc, c'était une présentation très rapide, très modeste. J'ai pas pu tout dire, mais j'espère en tout cas que ça pourra susciter des vocations d'autres historiens, puisque je pense que c'est un sujet sur lequel on est encore loin d'avoir tout dit, sur lequel on peut encore trouver beaucoup de documents. Je vous remercie. Je vois le libraire qui me fait signe au fond, donc on va peut-être prendre juste quelques questions si on a une, et puis après je pourrai répondre aux autres questions à ma table de signature comme un bon petit soldat. Alors est-ce qu'il y a une question ou deux? Non, pardon, j'ai la lumière dans les yeux. Oui? Non? Bon. Non, si, pardon, madame. Alors, j'étais en train de regarder une série sur Netflix, donc je ne l'ai pas vue. Et après, j'ai trouvé ça plutôt décevant, mais on va dire comme biographe, comme historien, je préfère ne pas trop commenter l'actualité. Bon, c'est bon, c'est fini. Bon, très bien. Bah, écoutez, c'est fini les questions. Merci beaucoup.